mais pour moi, c'est un jeu. Je me souviens juste qu'il y a des militaires qui rentrent dans la maison, Waouh, mais OK. il s'est passé quoi? Et puis elle me dit: «Bah, en fait, ce soir-là, on cherchait ton père, on était cachés et tu étais dans un armoire». Je suis togolais de nationalité. J'ai baigné quand même dans la culture française. Je me Mmh. suis construit en France et au moment de l'adolescence, les interactions, les jeux, oui, forcément que et même les médias, donc je pense que j'ai une grande influence française. C'est plutôt, ouais, les notions de trouver le bon mentor, la personne que tu écoutes pour t'accompagner, sur ces skills qui font que tu navigues mieux dans le monde. Bonjour tout le monde, salut à tous. Je suis très, 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 très content, de pouvoir me présenter devant vous aujourd'hui. On lance une saison inédite du podcast Choose the Mentor, enfin en vidéo. J'ai eu beaucoup de demandes, mais enfin on y arrive. On va au cours de cette saison-là recevoir, différents types de profils. On va mettre en avant, des profils différents de différents horizons dans le sport, dans la santé, dans l'éducation. Et cette saison, elle est rendue possible grâce à un partenariat avec l'ambassade de France, à qui je dis un merci, très, très appuyé, et aussi à une collaboration avec, les studios Rue 15, et la résidence. Merci beaucoup Stéphane, on reviendra sur la résidence, ce que c'est, et vous on pourra en parler beaucoup plus longuement. J'ai le plaisir, l'honneur et la grande joie, de recevoir Jean-Luc Agboibo. J'ai bien répété, Parfait. avant de lancer l'épisode. Jean-Luc, ce que je fais généralement, c'est que je laisse l'invité se présenter pour ne pas me tromper, pour pas raconter de crack. Donc je vais te laisser te présenter et nous dire qui tu es. Merci pour l'invitation Malik. Avec Alors plaisir. je m'appelle Jean-Luc Agboibo, j'ai 39 ans. Je suis togolais, né au Togo, grandi en France. Je suis marié, papa de 2 garçons, et voilà, on vit entre, Dakar et Abidjan, et OK. je suis à la tête d'une structure, d'investissement dans le sport qui s'appelle, Omega Sport Holding, et j'ai également, fondé il y a 12 ans une association pour, accompagner les jeunes par le biais du sport. On a un programme qui s'appelle Mille et Doux, OK. qui veut dire on est ensemble en mille. Très bien. Et je commence toujours par demander, si on te connaît pas d'ailleurs, mais si on te connaissait encore moins que moi, depuis qu'on s'est parlé, comment est-ce que tu définirais ton enfance? Tu grandis dans quel contexte? Ou qu'est-ce que tu peux nous dire de nous qui nous permettrait de s'imaginer un peu dans quel contexte tu as grandi? Mon enfance, après c'est vraiment beaucoup d'insouciance. C'est en grandissant qu'on comprend certaines choses, et je pense que je suis très reconnaissant à mes parents, pour l'enfance qu'ils ont donnée malgré le fait qu'ils ont été pas mal absents. Mon Mmh. père est politicien. OK. C'est un défenseur des droits de l'homme à la base, mais son métier d'avocat, puis son engagement dans les droits de l'homme l'ont emmené, sur la sphère politique, et ceux qui connaissent, l'Afrique au fin des années 80, début des années 90, c'est tous les mouvements autour du multipartisme, autour des changements, politiques. Donc mon père a fait partie de ce mouvement-là au Togo, ce qui a fait que moi j'ai eu pas mal d'allers-retours. OK. Donc c'est une enfance Des périodes chaudes? assez, voilà, période chaude, mais et enfance, on va dire, bah, tumultueuse, mais moi j'ai toujours eu cette chance, voilà, où on m'a, protégé, on m'a mis dans les avions, dès que ça n'allait pas, mais toujours avec les mots qu'il fallait, et puis je me souviens, j'ai eu des flashbacks. Puis une fois j'ai demandé à ma mère, voilà, je suis complètement, bah, dans le noir, mais pour moi c'est un jeu. Je me souviens juste qu'il y a des militaires qui rentrent dans la maison, Waouh, mais OK. il s'est passé quoi? Et puis elle me dit: «Bah, en fait, ce soir-là, on cherchait ton père, on était cachés et tu étais dans un armoire». J'ai dit: «Mais en fait, elle a tellement bien géré cette enfance et ces moments Tu l'as tendus pas senti? que moi j'ai pas senti ça». Et OK. puis c'est vrai que c'est une dame qui a une force incroyable, et je pense qu'aujourd'hui ça impacte tout ce que je fais, le fait même mes engagements, le fait de toujours mettre les femmes en avant. C'est Mmh. c'est c'est parce que, voilà, j'ai eu cette enfance grâce à cette mère qui a su tourner ces moments difficiles, en des jeux, savoir trouver les mots, pour calmer. Peut-être juste des anecdotes, bah, comme ça, c'est qu'il y a pendant les grèves au Togo, début des années 90, on part déposer une de ses amies, et sur le chemin du retour, les militaires sont dehors, et elle me dit juste: «Couche-toi sur la banquette arrière». Elle trace, on arrive à la maison, les gens ouvrent. Pour moi, c'est une nouvelle fois, elle a parlé, la voix, bah, rassurante, et elle a jamais paniqué. Donc
moi, c'est cette enfance que j'ai eue au Togo, c'était assez chaud Ouais, et puis, en France, voilà, j'ai étudié là-bas, j'ai fait mes premières années entre 6 et 9 ans, j'étais en d'accord. France et puis je suis revenu au Togo de 9 à 13 et je suis reparti ensuite, pour Pour mes les études et études je suis pas supérieures. revenu jusqu'à mes, 27 ans. D'accord, OK. Waouh. Donc tu fais cette enfance-là, pardon, entre ces 2 pays-là et donc aujourd'hui, tu te sens en termes de culture, tu te sens togolais, français? J'ai qu'un passeport, D'accord, j'ai qu'une nationalité, c'est la nationalité togolaise. d'accord. Je suis togolais de nationalité. J'ai baigné quand même dans la culture française. Je me Mmh. suis construit en France et au moment de l'adolescence, les interactions, les jeux, oui, forcément que et même les médias, donc je pense que j'ai une grande influence française et c'est assez drôle, le Togo était qualifié pour la coupe du monde en 2006, il me semble, Mmh. en Allemagne. À des bailleurs? Il y a eu un France-Togo et un France-Togo, on est parti avec mon grand frère qui, lui, pour le coup, a eu son bac au Togo. Il a une OK. construction complète Total, d'accord. togolaise et j'avais le maillot du Togo et un t-shirt bleu par-dessus et j'ai pas enlevé mon t-shirt bleu OK. jusqu'à la fin du Tu es match resté, supporter et français, c'est quoi? et c'est pendant le match que j'ai eu quand même ce truc à l'intérieur de moi pour me dire: «Joe, on est tous venus supporter le Togo, mais il y a quand même une partie de moi qui a cette influence, très Mmh. aiguë, les joueurs, Mmh. français qu'on suit dans les championnats». Donc avec du recul, avec l'évolution, bien sûr, j'aime mon pays, mais ma construction a été française. Il a fallu ce retour sur le continent Totalement. il y a 13 ans et qui m'a permis de De reconnecter. retrouver, de reconnecter et je pense qu'il y a eu le film de Frantz Fanon quand et puis il y a ces livres, Peau noire, masque blanc, Ouais. tu t'en rends pas compte et pour moi, c'est pas un problème quand tu acceptes finalement de faire le cheminement Mmh. et puis même au-delà de la France et le Togo, venir en Côte d'Ivoire en 2014 m'a aussi permis de découvrir une culture, Mmh. qui a influencé toutes nos enfances. La musique et tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire, on a suivi et quand j'ai été à la finale de la Coupe d'Afrique ici, Mmh. on était 100 ivoiriens. Bien sûr. Donc au final, est-ce que je me sens lié à un pays plus qu'à un autre? Je pense pas. Je suis togolais, j'ai grandi en France, la Côte d'Ivoire m'a permis de m'épanouir professionnellement. Je vis à Dakar Sénégal depuis aujourd'hui? 5 ans, voilà, mais s'il faut prendre 3 pays qui m'ont influencé énormément, c'est le Togo, la France et la Côte d'Ivoire. OK, C'est ces endroits où je peux me sentir chez moi. chez toi. C'était comment Janson de Sailly? Alors, petite anecdote, on a préparé l'épisode parce qu'on a quand même préparé l'épisode et j'ai donné une anecdote, on parlait d'éducation supérieure et j'ai donné une anecdote assez banale sur Janson de Sailly sans savoir que tu avais fait Janson de Sailly. Donc c'était comment Janson de Sailly? Bon, enfin, Janson de Sailly, c'est une prépa assez célèbre en France. Je Juste pour remettre le contexte, j'ai pas J'ai fait la pas fait la prépa, ah OK. j'ai fait le lycée, et c'est assez drôle parce que moi, j'y connaissais rien, hein. J'ai quitté le Togo à l'âge de 13 ans. Je pars en France, j'arrive en retard, pour la rentrée. Du coup, j'ai une inscription dans un établissement à côté de la maison de mon père, dans le 92. OK. J'étais au premier rang au début de l'année et puis au fil des mois, je me suis retrouvé, vers le fond de la classe parce qu'il fallait être avec les gars cool, OK. de la classe quoi et se faire accepter. Là où mes notes, m'ont pas aidé dans mon intégration, dès qu'on a commencé à jouer au foot, là, ça a été un peu plus cool et à la fin de l'année, il y a eu un petit problème, on s'est fait choper, histoire, bah, d'alarme OK. et très vite, mon frère s'est dit, «Lui, il faut pas que je le laisse là-bas. Il faut pas que je le laisse», je ne dis pas que l'établissement n'était pas bon, Ouais, il est top. mais très vite, on m'a sorti du 92 pour, il a utilisé son adresse pour m'avoir une inscription, dans le 16e arrondissement. D'accord. Parce que lui était avocat donc dans le 16e et c'est comme ça que j'ai atterri, d'abord à Eugène Delacroix et quand j'ai eu mon brevet des collèges, j'ai été, à À Janson Janson. et franchement, je ne connaissais pas le prestige de Janson, hein. C'est pas, si on vous l'explique pas, si vous Oui, n'avez pas bien baigné sûr. dans ce milieu-là, pour moi, j'ai juste Un fait lycée. mes années au lycée et c'est peut-être plus tard quand j'ai vu, ce que sont devenus, mes copains de classe. J'étais assis souvent à côté, de Jean Hermelin, OK. fils de Hermelin. Je savais pas qui était Hermelin, donc ancien patron de Capgemini, CAC 40 et il me disait ce que faisait, bah, son père et puis je disais: C'est «OK, bien. c'est cool» et ce que je trouve dans ces années-là parce que plus tard, quand j'ai commencé à faire ma carrière pro, c'est difficile de rencontrer des personnes
qui te prennent juste pour qui tu es et Ouais, pas pour ce que tu as. malheureusement, ouais. Et je pense que quand j'ai commencé à travailler 5-10 ans après, quand j'ai commencé à côtoyer les sphères NBA ou autres, dont peut-être que si tu veux, on en parlera. Mmh. Quand j'ai commencé à prendre conscience, très vite, je me suis recentré sur les gens avec qui je suis allé à l'école et ma mère le disait souvent: «C'est tes vrais amis, tu te les fais sur les bancs de l'école». Mmh. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je passe de plus en plus de temps avec les gens avec qui on est allé soit au lycée, soit, À l'université. à la fac, parce qu'on n'avait rien Mmh. et parce que le réseau, on ne savait pas toujours ce que ça voulait dire. Donc à Janson, oui, j'ai côtoyé pas mal de très belles personnes et on est resté en contact Trop et bien. voilà et là, on se voit parce que je suis dans une sphère que je connaissais aussi pas il y a 2 ans, c'est le private equity Ouais. et Il y j'ai a beaucoup beaucoup de de gens qui copains en ont qui, fait, eux, ouais. ont fait la prépa, Absolument. sont allés faire de très grandes écoles et qui ont travaillé 10-15 ans dans ce domaine-là. Donc Janson a été un très, très bon souvenir et j'ai joué dans l'équipe de basket de Janson. OK. C'est comme ça que j'ai découvert Le basket? le basketball. J'ai joué au football jusqu'à mes 16 ans et après on a fait une équipe à Janson. On a fait une équipe de basket à Janson. On jouait depuis peut-être 6 mois de basket. On avait un Monténégrin, donc la Serbie-Monténégro, lui était très fort. Mmh. Il a mis l'équipe ensemble. On a fait, donc les championnats, de Paris, puis de région et avec une petite équipe, on s'est retrouvé au championnat de France UNSS et c'est comme ça que je suis tombé amoureux du basket et chaque équipe qui nous voyait arriver avait juste envie de nous déboîter parce que c'était les C'était petits gars bon, de d'accord. Janson-de-Sailly, OK, quoi. ouais, bah, oui. Voilà, OK. donc plein de bons souvenirs à Janson. En tout cas, enfin, très bonne école. Moi, j'ai pas fait les prépas en France. J'étais à Saint-Cyr et il y avait beaucoup de gens qui, bah, soit venaient de Janson, de Ginette ou autre chose, en termes de prépa donc très, très Voilà. bonne école et ça t'a du coup, la Sorbonne, tu pars donc bac S, je Je suppose? fais un baccalauréat scientifique parce qu'il De fallait toute façon, il quand y a que même, ça à Janson, non? non, non, mais en tout cas, soit si tu vas en ES ou en L, mais il y a des gens qui Il sont y a allés pas le faire reste. Hippocagne, mais oui, Il y a OK. pas le Non, reste. non, Il y a pas de STG. non, 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 il y en a très peu. Mais oui, oui, très bon souvenir. Donc j'ai fait un baccalauréat scientifique pour répondre aux attentes des parents et puis étant petit, j'étais plus matheux qu'autre chose. OK. Les langues, c'était pas mon truc et après le bac S, forcément, il fallait moi, j'avais envie de continuer le basket. OK. Hem, j'ai eu mon bac et j'avais envie d'essayer, j'avais des aptitudes, on va dire, dans le basket, Mmh. pas très, très grandes, mais j'avais envie de jouer, ouais. J'avais envie de m'épanouir, donc la fac, était, une bonne option pour continuer des études, D'accord. et pour pouvoir jouer Ouais, à bah, sans côté là où prépa, ça serait pas possible. ça aurait Ouais. pas été possible, voilà. Donc je suis allé faire une licence, bah, j'ai continué, j'ai fait une licence en maths, OK. voilà, j'ai fait une licence en maths appliquées aux sciences sociales. Tu savais déjà ce que tu voulais faire à ce moment-là ou Pas du tout, pas j'avais du juste tout? envie que la famille m'emmerde pas D'accord. et de pouvoir faire quelque chose d'assez généraliste. Pour m'ouvrir d'autres portes, quand j'aurai une meilleure idée OK. de ce que j'aurai envie de faire. La meilleure idée est venue? La meilleure idée est pas venue tout de suite. J'ai fait, ma licence de maths, je suis allé faire un master, en management, avec une spé en finance. Mmh. C'était en alternance, j'étais chez Alcatel-Lucent, je OK. travaillais sur les KPI, c'était cool, c'était intéressant. J'avais 22 ans, je me posais des questions sur, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire et c'est l'année où mon père a eu un AVC. OK. Nous sommes 17 frères et sœurs, Waouh, OK. très large famille et puis, à 22-23 ans, voilà, tu es un homme, tu commences à gagner un peu d'argent. J'avais un petit appart. J'étais pas totalement aligné avec moi-même. Il y avait, un Jean-Luc que les gens côtoyaient et puis j'avais d'autres facettes. Mmh. Mais je me posais quand même pas mal de questions et la maladie de mon père a été vraiment un accélérateur. Mmh. Quand tu reçois ce genre d'appel, pour te dire, voilà, que le boss, son état est grave. Compliqué. Ouais, donc j'ai eu cet appel, mes sœurs m'ont appelé, j'avais froid dans le dos parce que je me suis dit: «OK, est-ce qu'il est décédé ou autre?» Et puis, je me souviens, je crois en quelque chose, je crois en Dieu, mais j'avais pas d'éducation religieuse à l'époque et OK. puis je me suis mis à prier, voilà, s'il reste en vie, faut que je fasse ce cheminement, faut que je parle avec lui pour savoir un peu mieux qui il est Mmh. et très vite, c'était un AVC donc il y a eu un suivi, il est resté en vie, et dès qu'on s'est vu, il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé, et je lui ai dit: «Voilà, j'aimerais qu'on parle». Et spontanément, il m'a dit aussi, «Ce serait bien qu'on parle» et puis donc Tu
Tu es le benjamin? Je suis, le 13e, mais D'accord. le dernier des garçons. On est 4 garçons D'ac et 13 filles. OK. Mais je suis le dernier des garçons et puis moi, on m'a laissé vraiment un peu, Faire faire tout ce ça ce que que tu voulais. faire ce que je voulais et je me souviens de cette première discussion qu'on a eue, un peu comme on fait là, on s'enregistre. Bah, j'ai mis C'est un vrai? dictaphone Waouh, OK. et j'ai posé le dictaphone parce que je me suis dit: Si jamais ça «Il ça peut se passe bien, partir, en bien fait, sûr. c'est peut-être la dernière fois que je le vois». Mmh. Et dès notre premier échange, c'est des questions que j'ai posées. Comment quelqu'un, qui vient d'un village a pu finir premier ministre du Togo? C'est quoi ton parcours? Déjà, le fait d'être avocat et puis, en fait, il m'a dit: «J'ai pas envie de te raconter de crack» et dès le premier instant, il m'a dit: Cette vie est tellement irrationnelle qu'il s'est accroché à un rêve. Il a entendu parler d'un nouveau métier ou de magicien qui était capable de dire 10 000 mots à la seconde et ça l'a tellement inspiré qu'il s'est lancé dans ça. Il m'a dit: «La vie est courte et ne fais pas les choses pour moi. Je sais que quand tu étais enfant, j'aimais bien t'appeler Pythagore et on jouait, mais ne fais pas les choses pour répondre à nos attentes» et c'est Mmh. comme ça qu'entre mon master 1 et mon master 2, ça m'a tellement impacté ces discussions tu vois, qu'on a eues, que j'ai fait un master 2 dans le management du sport en me disant, «C'est vraiment C'est ce ça que j'ai envie de que faire, quoi. C'est j'aime». que J'aurais pu attendre de finir mon master 2, mais il y avait un sentiment d'urgence, il y avait, quelque chose qui était en train de bouillir à l'intérieur et je suis allé faire un master 2 dans une école spécialisée dans le sport, Académie du management des organisations sportives, qui avait 6 7 ans d'existence à l'époque. OK, Les autres formations que je trouvais ne faisaient pas d'alternance, OK. mais j'avais envie de continuer à aller à l'école et Et à aller, bosser au travail pour gagner un peu de sous, mais aussi je trouvais que pour la pour apprendre, formation bien que sûr. c'était mieux. C'est comme ça, voilà, que j'ai atterri, via un de mes profs, j'ai fait un premier stage de 6 mois chez Avasport OK. et là, tout ce que je faisais dans le chiffre, c'était de l'appliquer, au PSG, à Arsenal, à plein, OK. Tu avais cette d'événements. partie data. J'étais imprégné dans l'équipe data OK. de Havas et le fait d'avoir eu ce background Maths. dans les Les maths maths? a aidé et c'est comme ça que je suis devenu, mordu de OK, et là, je me suis dit: «C'est vraiment ça que j'ai envie de faire» et j'ai fait 6 autres mois chez Canal+ à la régie OK. et en À Paris? combinant à Paris, ouais, et en combinant, en fait, les 6 mois chez Havas et donc dans le sponsoring et la data, plus les 6 mois, chez Canal, donc c'est médias, télé, Mmh. droit télé. En fait, je me suis fait un délire à la fin de l'année scolaire. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur comment la NBA peut impacter l'Afrique en OK. prenant ces piliers qui sont clés pour la NBA, la télé et le sponsoring et donc j'ai fait mon papier. J'ai même pas eu quelqu'un de la NBA, dans mes interviews et de fil en aiguille, en fait, mes profs m'ont dit: «Non, il faut que ce papier, tu l'envoies à la À la NBA». NBA? Il dit: «Moi, j'ai pondu un document de 60 pages en français, je vais pas le traduire». Il me dit: «Calme-toi, le patron de la NBA Afrique, c'est un Sénégalais qui parle très bien Il y français». avait déjà une NBA Afrique à ce moment-là. Ça veut dire Il que venait juste d'ouvrir. d'accord. Ils ont ouvert en 2010 les bureaux à Jobourg, sinon c'était piloté depuis Londres. Ils avaient juste ouvert les bureaux, c'est peut-être pour ça aussi que c'était compliqué d'avoir des interlocuteurs. Ils étaient 4 dans les bureaux. Et donc, bah, quand le boss reçoit les papiers, donc Amadou Fall, il dit: «Yo, moi j'ai personne, qui m'a sorti, une Une étude comme vraie ça». stratégie comme ça, Il ouais. m'appelle, il me dit: «Écoute, à l'occasion, ce serait bien de se voir, quoi». Donc c'est comme ça, via le soutien de ma mère, je prends un billet, je pars en Afrique du Sud, on se voit et à l'époque, on était quoi? Banalement, on était 2011, c'était compliqué. Il y avait une loi qui venait de sortir, la circulaire Claude Guéant. Mmh. Pour tous les étudiants étrangers, c'était compliqué d'avoir Retrouver accès du travail. à l'emploi dans les secteurs où il y avait trop de Français au chômage et dans le management, moi, j'étais en plein dedans, plus sport, niche, c'était très compliqué et quand la NBA découvre mon histoire, ils disent: «Voilà, écoute, nous, on est 4, j'ai pas de job pour des juniors. Par contre, ton histoire me touche. Si tu veux faire quelque chose, là, on t'accompagne». Donc ta question de: «Est-ce que je savais ce que j'avais envie de faire?» Tu vois, là, je te raconte de la maladie de mon père jusqu'à ce que je finisse, bah, mes études. Là, j'ai été Ça a pris changé, ouais, ouais. dans une spirale avec le sport. Je rencontre la NBA et là, je plane, plus la circulaire qui arrive. Donc voilà, bah, ce sont ces moments-là qui m'ont construit à savoir, d'une, qu'est-ce que j'ai envie de faire et surtout de deux, où est-ce que je vais le faire? Parce Mmh. qu'à l'époque, moi, ma vie était en France. Ouais. Mais les lois et ces choses qui sortent, qui sont T'oblige à bouger, des choses négatives, m'obligent à bouger et puis aussi t'adapter. casse quelque chose, ma couleur me rattrape, Mmh mh. parce qu'on a tendance à l'oublier quand on baigne avec, des gens de Janson et qu'on grandit avec eux, ma nationalité me rattrape
mon parcours me rattrape et là, je commence à me poser des questions de: «OK, est-ce que ma vie, elle est forcément ici?» Et en 2013, c'est là où je fais mon retour, Au Togo, du sur le coup, pour continent, voilà. Miledou. Et tu n'as jamais pensé à demander la nationalité? Est-ce que enfin, la question vraie, c'est est-ce que c'est un acte militant ou c'est juste, ça Non, non, t'appartient? non, c'est pas un acte militant, c'est plutôt de et c'est assez drôle, hein, parce que toute personne à qui j'ai demandé plus tard, comment ils ont fait les histoires de papier, c'est quand tu es un noir, que tu viens en France, tu finis tes études, quand tu C'est de finis, tu vas pas à la préfecture dire, «Je vais renouveler», bah, mais mon titre de non, séjour? d'abord tu te réinscris le nombre de fois qu'il faut et je pense juste que c'est le fait d'être quand même tombé dans une sorte de piège, d'avoir vécu qu'avec des Français, d'avoir Mmh. grandi qu'avec des Ah, tu Français, t'es pas fait qu'à un posé moment ces donné, questions-là, je me suis pas posé la question de: «J'ai un passeport qui va me rattraper». Quand j'ai voulu quand j'ai commencé à penser à ma carte de résidence et tout, il y avait déjà Sarkozy qui était au pouvoir. Avant OK. même la circulaire Claude C'est Guéant, déjà plus compliqué. l'arrivée de Sarkozy a compliqué les choses pour les étrangers. Mmh. Donc, après, c'est pas des lois propres à la France, c'est des lois qui existent dans d'autres Bien pays, sûr. Mmh. qui existent en Angleterre ou même en Afrique du Sud. La NBA avait essayé de m'embaucher, c'était compliqué. Donc c'est pas pour incriminer la France, c'est surtout peut-être à cette époque-là en France, c'était pas clair. Mmh. Les lois étaient pas claires, bah, c'était flou. Mais sinon, c'est aussi aux étrangers quand ils arrivent de connaître les règles Bien sûr. et naviguer. Quand tu vas aux États-Unis, tu sais, quand tu fais, bah, ton master, tu as 1 an pour travailler. Ensuite, il faut qu'une entreprise accepte de te De sponsoriser, sponsoriser, sinon tu sinon rentres c'est chez mort. toi. Mmh. Donc voilà, c'est un, il faut que les règles soient claires et des 2, la personne elle-même doit savoir. Moi, je suis arrivé trop jeune et j'ai pas eu cet accompagnement pour me dire, voilà comment, bah, ça se passe, quoi. Mmh. Mais bon, sinon après, c'est pas un regret. J'ai jamais fait la demande. Quand on a voulu m'aider, au final, je vivais plus Ah, là-bas, tu pars, tu étais déjà parti. et j'avais pas il y a peut-être, bah, quelques années, quand les affaires étrangères ont su tout ce que je faisais dans le sport, entre la France et le Togo, ils ont voulu m'accompagner, mais moi, il était hors de question que je requitte le Que tu veuilles continent, quoi. t'installer, Non, non, c'est c'était, mais bon, aujourd'hui, bah, tu travailles avec l'ambassade. Moi, je travaille beaucoup avec l'ambassade aussi, et l'AFD et tous ces acteurs, donc mes visas sont facilités. Je suis très content de mon passeport, togolais et puis voilà. OK. Donc Miledou, ça veut dire quoi? Milidou veut dire: «On est ensemble». OK, d'accord. Tu m'as dit donc tu rentres au Togo, Ouais. sans enfin avec ce projet-là en tête Je rentre au de Togo grâce à ce projet. J'étais déjà rentré en mars 2013 pour faire le lancement, oui. et puis là, le cheminement a commencé de peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire sur le continent, là où tu es en train de galérer en France. Regarde comment tu es accueilli, la NBA est derrière toi. Pourquoi pas aller plus loin et entre mars et juillet, j'ai préparé le retour. Mmh. J'avais toujours une carte, de 1 an. Mais je me suis dit: «Je vais aller voir sur le Mmh. continent, je vais essayer et puis si ça se passe pas comme je veux, je vais continuer à chercher du travail en France, mais si ça se passe bien, je continue» et très vite, au bout d'un mois, j'ai trouvé un job chez Africa Top Sport. C'est le groupe Duval qui, à l'époque, lançait une plateforme digitale dédiée au sport OK. et ça m'a permis en parallèle, les week-ends, de développer donc l'association qui je pouvais pas en vivre, donc il fallait quand même Tu que je travailles, trouve un quelque part, ouais. travail. Donc ATS a été, un très bon moyen du lundi au vendredi d'avoir, une bonne assise financière et puis donc, bah, les week-ends, j'avais ce projet qui me permettait d'aller dans les villages, de connecter avec les jeunes et je pense que tu parlais aussi, hein, de la culture, d'où tu viens. Bah, moi, tous les week-ends, j'allais dans une ville, j'allais dans une localité pour jouer au basket avec des jeunes. La limite, c'était les terrains de basket. Il y en avait pas partout. Donc souvent, on pouvait réhabiliter, mais par exemple, dans le village de mon père, dans mon village, il y avait pas d'infrastructure. Donc de 2013 à 2014, on a, bah, levé des fonds via un ami. 2014, Tu on a construis. pu faire de la construction et à partir de là, on était dans 5 localités et moi, tous les week-ends, bah, j'allais jouer et le programme s'est développé, de cette manière. Au début, c'était vraiment comment utiliser le jeu pour apprendre à connaître les jeunes. Mmh. Voilà. C'est si on m'avait dit: «Prends 10 000 €, va aider des jeunes, ou va aider des communautés, donne du riz, donne des vivres», ça aide, mais je suis pas sûr que je serais resté là-bas pendant 12 ans à jouer chaque année, à connecter cette, heu, avec cette population. Donc vraiment, moi, la sauce de ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le sport a été une porte d'entrée
Mmh. dans ces communautés pour tisser des liens. Donc et voilà, donc moi, c'est et puis partout où on est allé, ça a été vraiment, quelque chose d'assez unique parce que tu connectes avec les enfants. Une fois que tu as les enfants, tu rencontres les familles, tu comprends mieux, Leur leurs contexte. problématiques Mmh. et puis tu essaies de les outiller pour qu'ils répondent eux-mêmes à leurs problèmes. Donc et l'exemple de couvée de mon village, donc le terrain n'existait pas. Une fois qu'on a eu le terrain, la vie s'arrête souvent à 18:00, donc à la tombée de la Bien sûr, nuit, parce qu'il y a pas c'est compliqué. d'électricité partout et compagnie, ouais. Voilà. 3 ans plus tard, on a eu la chance de connecter avec la fondation EDF qui nous a aidés à construire un bâtiment autonome en énergie avec salle de classe, sanitaire ou autre et ça a été un accélérateur. Donc en plus de pouvoir jouer après 18:00, tout de suite, c'est devenu un lieu où les filles se sentaient plus en sécurité, Mmh. où elles peuvent se changer et c'est devenu vraiment la localité où, les jeunes femmes du Venez. Togo sont plus performantes dans le monde de, tu vois, du basket et là, depuis 2 ans, l'État a lancé le championnat scolaire de basket et le village de Couvé est chaque année en finale. Là, ça fait 2 années de suite qu'elles perdent contre le lycée français de Lomé, mais rien que le C'est fou fait qu'un que village, ouais, ouais, bah, arrive en finale contre, c'est le seul village, et après oui, c'est parce que le sport existe là-bas, qu'elles sont exposées depuis une dizaine d'années. Mais pour moi, c'est fort parce que ces filles, elles existent et quand je prends les chiffres, il y a moins d'une fille sur 4 en milieu rural qui fréquente le secondaire et tu vois, le ouais, sport nous serait-ce a pour des questions de, soit grossesse, même au-delà de la grossesse, déjà le simple ch quand les parents soit les parents n'ont pas les moyens et puis quand tu as les moyens, c'est pas toujours la fille que tu mets à mmh, l'école en premier. Et après oui, il y a cette histoire de suivi, le socle, bah, familial n'est pas toujours aussi, soudé et puissant fort, ou ouais. sinon oui, après une fille dès qu'elle finit le primaire, on va se dire: C'est bon. tu aides au foyer et Ouais. puis nous, on a vraiment insufflé, cette dynamique de on veut que les filles poursuivent, on va les accompagner. On a créé des bourses scolaires. Donc les familles sont déchargées, surtout les filles qui sont, bah, performantes avec nous. Donc ça a vraiment permis de créer une dynamique pour les jeunes filles et puis aujourd'hui, là, on voit, bah, dans les villages, c'est on est en train de normaliser le fait d'avoir le baccalauréat pour les filles OK. et pour moi, c'est un moment charnière parce qu'une fille qui n'a pas le bac, c'est très compliqué d'aller trouver des formations, de l'accompagner. Même si elle tombe enceinte, elle fait des enfants, si tu as eu ton bac, Oui, c'est tu peux plus te simple débrouiller derrière après. d'aller, bah, négocier, d'aller voir, si c'est à 23, 24, 25 ans que tu essaies de reprendre à quelque chose, tu veux monter un business, c'est quand même plus simple aujourd'hui Mmh. d'avoir le bac et aussi on veut changer les mentalités que la vie, de ne pas viser que le baccalauréat, et c'est le Ouais, côté c'est pas la excellence, fin, quoi, c'est un c'est pas début une de fin autre en chose, soi. ouais. Parce que quand je prends, bah, j'ai parlé du lycée français, un jeune du lycée français, quand il vient à nos activités, quand il joue, il est pas là pour participer. Il est là, il a un niveau qu'il veut atteindre et même quand il a le bac, il veut une mention. Mmh. Et le fait qu'aujourd'hui qu'on ait des jeunes des villages qui côtoient ces autres jeunes, ils sont en train de monter la barre, tu vois? De se dire: «OK, je peux pas Je juste peux aller à faire plus. l'école pour avoir 8, 9 parce que c'est ce que l'État a dit qu'il faut pour passer dans la classe, supérieure». Donc c'est vraiment en fait, souvent on dit: «C'est quoi le meilleur moyen pour aider une population?» Bah, c'est pas juste d'aider la population cible. Il faut prendre le problème par les 2 bouts. Ouais. Donc tout en aidant, ces jeunes filles, bah, on leur permet de côtoyer, des gens Les autres qui d'autres sont plus milieux privilégiés. et de changer leur Mmh. mindset et c'est pas juste les conseils des rôles modèles de moi qui viens, qui parle. C'est vraiment, eux-mêmes qui sont en train de découvrir, qui sont en train de changer leur état d'esprit. Donc voilà, c'est Miledo a été une porte d'entrée grâce au sport, mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de mouvement et la notion même de Miledo qui veut dire «on est ensemble», ça a duré 5 ans, la notion de cohésion sociale et très vite, il y a le fait d'y réfléchir a fait qu'on a commencé à développer d'autres aspects de: est-ce que ça suffit juste d'être avec d'autres personnes? Est-ce que la notion de se connaître soi-même, d'être aligné avec soi-même, bah, ce que je te disais Mmh. avec mon père, tu vois, il y a une partie de toi que tu maîtrises pas, que tu connais pas et le plus vite tu identifies, ces canaux-là, le plus vite aussi, je pense que tu t'en sors dans la vie Mmh. parce que tu sais qu'il y a un travail à faire et malheureusement, moi, je l'ai su très Très tard. tardivement et j'ose même pas imaginer la vie d'un gamin au village de se dire, à 16, 17 ans: «Est-ce qu'il y a des choses que je dois régler avec moi-même?» Mmh. C'est d'où tu me sors ça, quoi? Mmh. Ah non, c'est pas son problème initial, là, tout de suite, Ah il non, faut manger, il faut que je faut mange, faut que je survive, faut que je m'en sorte, peut-être ça se passe pas bien
à la Oui. maison. Donc c'est vraiment voilà, donc il y a toute une composante de cohésion sociale, mais de plus en plus, on développe l'autre aspect d'accompagner, dans le développement personnel. OK. Mais donc là, ça continue toujours qu'au Togo ou aussi en Côte d'Ivoire? Parce que tu m'avais dit que tu es allé dans des prisons, c'était à Abidjan ça, C'était non? Abidjan. On a répliqué donc après le Togo 2013, je suis venu travailler en Côte d'Ivoire pour Canal+ Oui. et en 2016, on a répliqué, Miledou ici à Yopougon et je m'y attendais pas. Ça se passait très bien à Yop, à Poé comme ils disent. Hem, Surtout en termes de talent basket, la Côte d'Ivoire est bien plus avancée que le Togo et donc ça nous a ouvert d'autres portes pour aider des jeunes à partir faire des camps NBA, dans la sous-région. Mais le projet a commencé à tourner et quelqu'un m'a demandé de venir partager mon parcours à la prison d'Abidjan parce qu'ils ont un terrain de basket et qu'il y avait des jeunes qui avaient commis, des meurtres, des cambriolages, c'est même arrivé des viols. Mmh. Je me dis: «Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas?» C'est surtout moi j'avais peur. Elle me dit: «Bon, ouais, tu me parles de Ouais, gangsta de là» gens c'est chaud. Mmh. et en 2, c'est que, les jeunes de Miledou souvent on les suit au moins pendant 1 an avant de donner des bourses ou de s'impliquer, tu vois, réellement, dans leur vie. On connaît leurs parents. Je dis: «Là, tu me demandes juste d'aller à la One prison». shot quoi. Le one shot ne m'intéresse pas. Donc ils ont dit: «Écoute, on va voir comment est-ce qu'on peut travailler sur la durée donc avec la prison». On est parti là-bas, on a signé une convention avec la prison, mais dès le premier échange, je suis un peu tombé de haut. Je m'attendais à avoir des gamins, Dur, et voilà et qui te tu seraient vois, des attendus dessus. voyous et puis non, tu tombes sur des jeunes, ouais, en fait, qui savent qu'ils ont fait une bêtise et qui sont là et qui pour beaucoup, c'est arrivé et je me souviens d'une séance, où il pleuvait et du coup, tu fais 15 minutes de contrôle pour entrer dans la prison. Il se met à pleuvoir, tu vas pas ressortir. Donc on a pris des bancs, on s'est assis, puis on a fait un petit jeu et j'ai dit: «Voilà, imaginons, j'ai 1 000 000 de francs CFA, je viens et on décide de monter un projet ensemble». Et là, sur la quinzaine de jeunes qui étaient assis, les idées, ça partait dans tous les sens. Je crois que j'avais 30 ans, 29, 30 ans et ces gamins étaient en avance. Mmh. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire de l'argent. Moi, j'avais une petite asso qui aidait, mais eux, ils avaient déjà ce mindset de comment Business. générer des revenus, faire du business, parce qu'ils étaient passés par, tu vois, donc par des moments durs et j'ai eu cette curiosité, de demander: «Mais vous êtes pas plus bêtes que les autres. Moi, vous me faites penser à tous les jeunes que je vois dans les villages. Comment Vous vous retrouvez là. Comment vous vous retrouvez là? Comment ça a pu arriver?» Et ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est que, allez, 9 gamins sur 10, il te dit: «C'est arrivé». Je sais pas pourquoi j'ai fait ça et à l'époque, bon, là, on en parle, mais moi, je voyais un psy Mmh. et du coup, mon psy était au Togo et lors de mon voyage, d'après, j'ai demandé au psy: «Yo, comment tu peux ôter la vie de quelqu'un et de dire, "Je ne C'est savais arrivé. pas"?» Tu vois? Ouais. C'est arrivé et puis, feu docteur Johnson, bon comme il était, il est décédé l'année dernière à 99 ans. Waouh, Il OK. me renvoie la question de: «Est-ce que toi-même, tu as jamais eu ces pulsions?» Et là, je dis: «Oui, mais tu passes pas à l'acte». Et il me dit: «Pourquoi tu passes pas à l'acte?» Et là, tu dis: «J'ai une éducation. Si je le fais, je sais que J'ai des choses à perdre donc je vais en prison, j'ai quelque chose à perdre». Mais là, toi-même, ça te frappe. Tu dis: «Est-ce que je vis pour les bonnes raisons? Si c'est pour ça que je tue pas mon prochain, j'ai un souci». Mmh. Et là, je dis: «En fait, est-ce que le sport m'a pas aidé à canaliser toute cette violence?» Tu vois, ce dont je parlais au Mmh. début, ces trous noirs, cette injustice que tu vis, tu es dans les 2 avions, tes parents sont pas là Mmh. et là, ça a commencé à faire mûrir quelque chose de plus fort en me disant: «OK, Le sport peut aider à le canaliser tout sport ça. aide à canaliser, aide à avoir un environnement, aide à avoir quelque chose qui te drive, te permet d'être en mouvement, de voyager». Et très récemment, je suis tombé sur le documentaire, des Super Eagles en 96, les Il y a l'équipe donc du l'équipe du Nigeria. Nigeria qui est allée, à Atlanta et qui a pris la médaille d'or et moi ma vie a baigné autour du sport, tu vois? Et c'est une forme, d'insouciance. En 96, il y avait plein de problèmes sur le continent, Bien sûr. mais et même au Nigeria, j'avais aucune idée qu'il y avait donc la Biafra. dictature, le Biafra, Abacha. C'est en voyant ce documentaire que je me suis dit: «Nous, on a baigné dans le sport, les jeux vidéo, les voyages et le sport, l'environnement du sport m'a protégé, m'a permis d'avoir une enfance». Quand je compare aujourd'hui
aux jeunes, je me dis: «Les réseaux sociaux, les médias font que tu te dis que le monde est pire aujourd'hui que ce qu'il était avant». C'est peut-être vrai, je ne le sais pas, mais je me disais que en fait, le sport et tout cet environnement m'a protégé, Mmh. moi, et qu'en fait, il y avait, quelque chose à faire pour aller plus loin que juste le sport de manière cohésion, sociale, et c'est là où, avec le psy, du coup, on a déconstruit pour s'intéresser de comment le sport peut aider. Donc cette dimension développement personnel a vraiment mis le doigt sur la santé mentale. Mmh. C'est comment s'intéresser à la santé mentale des jeunes et prévenir les maux de la société. Et donc au-delà de tuer, de violer, il y a tous ces sujets de tous les jours, la Bien corruption, sûr, la drogue, la drogue, voilà. Et vraiment, ça a été un accélérateur dans le projet. En 2019, j'ai eu la chance d'être sélectionné par la fondation de Barack Obama mmh, pour développer, donc tu vois, toutes tes idées, et je me suis retrouvé en Afrique du Sud avec plein d'autres jeunes africains, et le sujet de la santé mentale, il y a 5-6 ans, revenait souvent, mais c'était un tabou. Donc tu mmh, vois, quand tu en parles, tu es un black, 1,90 m, santé mentale, soit tu es bizarre. privilégié, soit tu es bizarre, tu vois? Donc mais la fondation m'a beaucoup aidé à accepter de se dire que tu tiens un sujet, le sport, la cohésion, sociale, mais cette autre partie que tu veux, développer, elle est presque encore plus centrale et encore plus importante, et c'est comme ça, voilà, que je me suis intéressé à ça. Donc dans un premier temps, le psy est devenu le psy des OK, éducateurs, puis est devenu le psy des jeunes, et maintenant il y a 4-5 psys qui qui suivent. travaillent avec nous, et c'est des choses au quotidien. C'est la peur, c'est le manque de confiance en soi, c'est le manque, d'estime de soi. Est-ce que tu intègres ça, alors tu es manager général de l'African Business Club, pardon, qu'est-ce que je raconte? De l'ABC, mais pas parce que j'ai été président de l'African Business Club à Paris, pardon, de l'ABC Fighter, donc Abidjan Basketball Club. Ouais. Est-ce que tu intègres ça? On va en parler, hein, avec Omega et compagnie. Tu intègres la partie psychologique dans ou pas encore? On l'a pas intégré de manière aussi, claire dans les clubs. Il faudrait, mais c'est un sujet pour lequel je pense qu'il faudrait faire un plaidoyer. Je suis pas très fan du one shot. On l'a intégré pour des programmes qu'on a pour les jeunes filles. D'accord. On a un programme pour les jeunes filles qu'on appelle Next Gen. C'est des jeunes filles qui ont plus de 16 ans. Elles ont entre 16 et 23 ans. Mmh. On les accompagne, et pour elles, il y a cette notion de Santé de mentale. santé mentale. Pour nos joueurs, pas encore, mais je pense que ça commence avec les entraîneurs, et on a recruté un entraîneur de la NBA Academy, qui nous a rejoint et qui, lui, est très sensible à Ouais, ça. ça. Mais c'est une forme de professionnalisation Mmh. qu'il faudra. Sur Mille et Douze, je suis vraiment venu d'un monde du sport pour le développement, c'est du sport pour l'éducation, et c'était plus facile de l'intégrer. Là, dans le monde du sport pro Pro. avec des joueurs, on en a tous besoin, tu vois? Mmh. Pour moi, c'est La comme visite aller, voilà, technique. donc tu vois, voilà, c'est ce Mmh. que tu disais, c'est la visite technique, mais je pense que c'est un sujet qui viendra, parce que sans ça, tu peux pas être performant. Mmh. Si tu règles pas tes problèmes avec toi-même, tu auras toujours, des limites. Après, il faut avoir un brin de folie dans le monde du sport, et je pense que Bien c'est sûr. aussi pour ça qu'en NBA, on retrouve des gars abîmés, Mmh. qui sont capables de faire des choses que les autres ne font pas, Mmh. et je pense que l'industrie du sport joue quand même un peu Dessus. là-dessus. C'est des belles histoires, les Maradona, Scottie Pippen, non pas Pippen, l'autre, Dennis Rodman. Dennis Rodman, ouais. Donc en fait, on joue un peu là-dessus, et je pense qu'il y a une population qui commence à comprendre qu'elle a un cheminement, un travail à faire, et que éviter de trouver des excuses et de toujours dire que c'est la faute des autres et qu'il y Mmh. a un travail à faire sur toi-même. C'est peut-être ça la leçon autour de la santé mentale. C'est comment accepter cette partie de toi que tu connais pas, et de savoir que ça va être un cheminement et que tu vas jamais finir. Tu vas toujours Mmh. continuer de découvrir des choses, mais déjà de commencer, quelque part. Mais c'est des notions, on le fait de manière indirecte, on est présent pour les joueurs. Quand on n'a pas encore eu besoin d'un spécialiste pour le Pour club, ça? mais c'est des choses qui viendront parce qu'on a besoin de professionnaliser ABC par rapport aux ambitions qu'on a pour le club. OK. Je vais aborder un peu la Basketball Africa League. Donc, tu rejoins la Basketball Africa League, je crois tu passes par l'OIM un peu avant, et par l'AFD, Mmh. avant de rejoindre, la NBA via la Basketball Africa League. C'est quoi concrètement les ambitions de la NBA via la BAL, dans cette région d'Afrique, de l'Ouest là? Et qu'est-ce que toi tu y faisais concrètement? Ouais, donc moi, j'étais dans l'écosystème de la NBA depuis un moment. Oui, J'ai travaillé avec eux sur la Junior NBA en Côte d'Ivoire. OK.
Heu, je voyais quand même bien, le potentiel de la NBA, sur le continent et en Côte d'Ivoire, même dans la sous-région, à quel point ça faisait, donc bah, rêver les jeunes. Le fait d'avoir été un Obama Fellow en A aidé. 2019 a fait que même en temps, à la NBA, on quand même commencé à se poser des questions OK, Son truc est en train de bien son marcher. truc est peut-être sympa, on aime bien ce qu'il fait. Ils avaient essayé de me recruter donc en Afrique du Sud un peu avant, mais en 2019-2020, quand ils ont eu l'opportunité de se pencher sur, la création d'une Ligue des champions de basket pour l'Afrique, j'ai fait partie des premières personnes, qu'ils ont donc embarquées donc dans l'équipe. Je les ai rejoints en février 2020. J'ai débarqué à Dakar, pour vraiment créer, cette Ligue des champions, quoi. Mmh. Parce que la NBA considérait qu'elle était pas assez présente sur le continent et qu'en termes de structuration du basket africain, en termes de développement du business, il y avait pas l'événement ou la compétition phare, pour structurer l'écosystème africain. La FIBA donc organisait d'ores et déjà Les championnats, une les Ligue des champions, mais ça restait du basket et pour moi en tout cas, avec du recul, c'était pas assez business et divertissant. Et de joindre les 2 marques FIBA et NBA pour travailler avec les fédérations, les ministères pour lancer ces Ligues des champions, il y avait cette volonté vraiment d'accompagner le développement du basket en Afrique et puis on voyait, hein, les résultats des équipes africaines lors des grandes compétitions, coupe du monde ou jeux olympiques, c'était pas ça. Donc mmh. on sentait vraiment qu'il y avait un besoin de structurer donc l'écosystème africain. Donc c'est la raison pour laquelle cette BL a existé. Après même avant la BL, il y avait d'autres, businessmen, des gens qui avaient essayé de faire cette Ligue des OK. champions. Donc il fallait à un moment donné occuper cet espace il y a un besoin d'une grande compétition, sur le continent. Donc moi j'ai débarqué là-bas en février 2020 à Dakar. On devait jouer dans 6 pays avant des finales, à Kigali il me semble et puis très vite Covid nous a rattrapés. OK. J'étais business dev donc je m'occupais de tout ce qui était sponsoring et partenariat, mais voilà, avec Covid, on a dû revoir les plans. Finalement, c'est le Rwanda qui a pu accueillir un an plus tard, en 2021, donc une forme de bulle. C'est peut-être un mal pour un bien parce que ça a permis de redimensionner L'événement. la compétition et Mmh. de pas s'éparpiller. On devait faire 7 pays en 3 mois, donc c'était assez insensé. Là, vous avez tout fait au Rwanda, à Finalement, Kigali voilà, en une donc on a fois. tout fait à Kigali, 12 équipes. C'était vraiment pour moi, c'était une claque. Je connaissais pas le Rwanda. Mais de vivre cette compétition, ça a été assez unique une belle salle, la Kigali Arena, 10 000 Mmh. places, show à l'américaine et c'est vraiment l'année d'après peut-être quand on a descendu les Les stades, ouais. restrictions, et que qu'on a peu permis, bah, d'avoir donc, bah, des fans, qu'on a pu commencer à vraiment voir le potentiel et en saison 3 c'est allé encore plus loin et c'est pendant cette saison 3 que moi j'ai reçu, donc un appel du président de ABC qui allait aux éliminatoires dans un premier temps, qui avait besoin donc, bah, de partenaires. Moi, je gérais vraiment que les gros partenaires à la NBA, OK. Val. Je l'ai mis en relation donc avec Cheikh Sanankwa, qui est un ami qui sponsorisait donc Bamilé ici et donc Cheikh a commencé donc l'aventure avec ABC. L'équipe s'est qualifiée Il y avait et déjà Omega Sport qui existait déjà. Omega n'existait pas. Donc Donc il c'était a une fait prise de donc avec, participation une prise personnelle. de participation, bah, personnelle. D'abord du sponsoring, puis quand le club s'est qualifié, il y a une prise de participation et on a suivi, bah, l'épopée ensemble, de ABC donc à la BL en 2023. Puis à la fin de la saison, moi je me suis dit: «Ouais, c'est quand même spécial». C'est bien d'être du côté ligue, mais d'être du côté, club, Mmh. c'est autre chose. Tu vois? Il y a de l'humain, il y a une aventure, il y a un sentiment de chaque match est intense et c'est quelque chose que j'avais jamais eu donc en Mmh. 3 ans donc à la NBA et je me suis dit: «Ouais, j'ai envie de découvrir ça» et puis Cheikh m'a proposé: «Écoute, bah, rejoins-moi, viens, on structure ça ensemble» et donc il a créé donc le véhicule. Il y avait un asset, c'était donc, ABC. Puis très rapidement, il y a eu d'autres opportunités. Il y a eu, la coupe d'Afrique qui avait lieu ici, Ouais, la CAN. la CAN, donc il y a eu des opportunités dans le football. On a investi dans le Racing Club Abidjan, qui est un club de foot qui fait centre de formation, qui transfère des pépites en Europe et qui permet au club d'avoir un business, bah, modèle plus durable, contrairement au basket où, ça n'existe pas de transférer des Ouais. joueurs et de gagner des sous, sinon c'est des tout petits montants. Donc pour compléter donc, bah, le pipe, on a investi dans un club en France pour créer ce pont et pour les joueurs qu'on veut garder dans notre écosystème,
il y a cette opportunité-là. Donc, Mmh. c'est comme ça qu'on a atterri avec les Metropolitans, qui est l'ancien club de Victor Wembanyama, qui a été une très belle opportunité. Donc, aujourd'hui, avec tous les sujets de NBA en Europe, Ouais. c'est bien d'avoir un pied là-bas. Et puis, très récemment, on a fait notre quatrième investissement, qui est le premier hors club, qui est Flex. Mmh. Et puis là, on est en train de travailler sur une autre phase pour faire des infrastructures, parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui manque sur le continent, des infras de qualité. Donc, autant Miledou est un projet plus pour rendre quelque chose que j'ai eu, autant Omega est aujourd'hui un véhicule structurant pour l'écosystème du sport. Business, Donc, ouais. pour moi, les deux, voilà, c'est ce qui me drive au quotidien, tout en ayant conscience que les deux sont très importants OK, et excellent. se complètent. Ouais. Bah, de toute façon, vous créez une synergie entre, J'ai 5 effectivement joueurs de Miledou qui jouent à ABC ouais, cette c'est saison. vrai? Ouais. Ils viennent du Togo ou ceux de Ils viennent de Yopougon? Côte d'Ivoire. De Ils ceux viennent de de Côte Yopougon d'Ivoire. alors? Ouais, ouais, Parce c'est que le c'est gym de Yopougon. principalement Yopougon, hein, c'est ça? C'est principalement Yopougon, mais après on a ouvert, on a créé la Ligue Miledou et les jeunes de Marcory, de Bingerville OK. ont pu participer, mais la fédération fait un super boulot. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas les ligues de jeunes comme c'est aujourd'hui où de temps en temps, il y avait des tournois et puis nous, on était contents de faire jouer les jeunes. Souvent, il y avait des compétitions juste pour trouver le champion de Yopougon. Ce qui est important pour un jeune qui a envie de se développer, c'est d'avoir 15-20 matchs par saison. Mmh. Et ça, c'est quelque chose auquel on a essayé de pallier. Mais voilà, là, ça a pris en Côte d'Ivoire. Je pense Trop que le bien. basket a été dans le passé un sport important. C'est en train de revenir. Devenir. La Côte d'Ivoire est vice-championne des moins de 16 ans chez les filles Mmh. et championne des moins de 16 ans Chez chez les les garçons. garçons. Donc là, je pense que c'est parti. Et puis, nous, notre travail à Milidou, c'est l'accompagnement des jeunes. Donc, le sport est l'excuse. C'est pas, on n'a pas besoin d'être les responsables Bien sûr. du sport scolaire ou autre. Ça, c'est pas notre mission. Notre mission, c'est comme on a dit, développement personnel, accompagnement, connecter les jeunes, trouver les bourses. Et puis, le sport est vraiment purement l'outil qu'on utilise pour connecter, quoi. OK. Et mais du coup, ABC va être bientôt habillé par Flex? Ou S- déjà, non? J'espère que quand Quand ça l'émission va sortir? sortira, Ah, c'est pas encore annoncé? c'est pas encore annoncé, mais voilà, mais Bon, je bah, pense la régie que au non, 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 réseau. si, 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 bah, c'est très bien, si, ça va être annoncé, le championnat commence le 23 novembre D'accord. et donc il y a un partenariat pour que Flex devienne l'équipementier de ABC et je pense peut-être pour donner des chiffres, hein, parce que tout le monde pense que le sport dépend du sponsoring. Alors que quand tu prends la NBA, 50% des revenus de la NBA viennent des droits télé. OK. 25% vient des expériences à l'arena, donc les ticketing, ce que tu manges ou autre. Donc, il y a 75% des revenus que tu captes pas. Et nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, et étant donné qu'on n'a pas les infrastructures encore ou qu'on n'a pas les droits télé, il faut trouver d'autres sources de financement. Et le merchandising est vraiment un des piliers sur Mmh. lesquels on veut s'appuyer. Et on l'a vu pendant la CAN. Quand on a cet amour Bah, un truc qu'on pour un achète, bien club, sûr. on achète. Donc Mmh. ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. Et puis aussi, on va développer dans un second temps tout ce qui est programme pour jeunes, after school. Mais oui, il y a une annonce qui se prépare Qui se prépare, d'accord. pour Flex. Ouais. Et j'ai vu qu'un de vos, une des légendes de l'ABC allait coacher la JCR. Oui, Stéphane est parti. Il a pris sa retraite OK. il y a 2 ans quand on n'a pas pu se qualifier pour la Basketball Africa League. Il est parti d'abord dans un autre club, à HBUC, et puis là, depuis l'année dernière, il coach à la JCA. Il y a d'ailleurs même Momokra, hein, qui était vice-capitaine aussi, qui est dans cette équipe. Écoute, il y a une partie de moi qui a envie de dire, parce qu'on est devenus des rivaux, Mmh. mais c'est comme l'OM PSG, c'est comme Barça et Real. Il faut avoir cette maturité, je pense, pour se dire que l'Espagne a été champion du monde et qu'on est compétiteur sur le Ouais, terrain lors du championnat, mais dès que ça devient pour la nation, on est on se met ensemble. ensemble, ouais. Et moi, j'aime ça aussi, hein, le parallèle avec les jeunes. Vous avez envie de vous détruire sur le terrain, mais n'oubliez pas que peut-être à la fin de l'année, vous allez devoir composer l'équipe nationale Bien ensemble sûr. et aller jouer. Donc, moi, je suis content pour la JCH, je suis content pour la Côte d'Ivoire. Il y a une rivalité, elle est là. Quand on joue, on a envie de gagner, mais quand on sort, moi, je suis content qu'il y ait un club ivoirien. Et surtout, Stéphane est une personne qui a besoin de ça aujourd'hui. Tu vois, il a fini sa carrière. C'est aussi un moyen de démontrer la reconversion des athlètes. Mmh. Parce que très souvent, les parents ne laissent pas les enfants aller faire du sport parce qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'il y Qu'est-ce a que tu vas après. faire après? Là, avec la Basketball Africa League,
au-delà du jeu, au-delà de gagner, il y a tout un écosystème autour. Et moi, je donne souvent l'exemple de Enoch, qui est un jeune que j'ai aidé avec Miledou, qui aujourd'hui travaille à la Basketball Africa League. OK. Et souvent, les gens vont dire: «Ah, mais Jean-Luc a aidé Sanson, qui est un jeune qui a fait une académie qui s'appelle Swallows au Togo, qui maintenant joue en G-League chez les Pacers». Mais je parle quasiment jamais de lui, d'une, parce qu'il n'est pas dans mon académie, même si je l'ai aidé. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un Sanson sur 5000 jeunes. Par Mmh. contre, Enoch, qui gagne très bien sa vie, qui sort de la classe flottante, qui sort de la classe moyenne et qui aujourd'hui peut se projeter, on peut en avoir des centaines chaque saison, Ouais. tu vois? Donc c'est pour moi, c'est aussi un sujet sur lequel j'essaie d'ouvrir les yeux, que ne voyons pas que le jeu, parce que c'est toute une industrie qui est en Qui est train autour. de naître autour avec plein d'emplois. On parlait de contenu à créer, il y a pas cette expertise-là. On parle de chef de projet. En fait, il faut savoir penser d'une certaine manière, savoir gérer des problèmes Mmh. pour pouvoir prendre, ce type, d'opportunité, qui vient. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser, de faire comprendre, comme Stéphane aujourd'hui qui est capitaine et qui est coach. C'est de faire, prendre conscience qu'il y a vraiment un écosystème autour du sport et des industries, créatives, qui est en Mmh. train de naître sur le continent, et de préparer les jeunes pour pouvoir prendre ces opportunités. Sinon, c'est d'autres qui viendront Bien prendre. sûr, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Omega Sport? C'est quoi au-delà de souhaiter même, c'est quoi les perspectives un peu sur des sports un peu, des sports en croissance, paddle, pilates, Non, là, on travaille sur un projet de construction d'un complexe à Angers. Donc on est en pleine levée de fonds. L'idée, c'est d'avoir, il y a déjà les 2 terrains de foot, 5. Il y aura un terrain de basket couvert, une piscine, 4 terrains, de padel. Et le padel a pris. Donc Flex est partenaire, d'un tournoi, de padel, et je pense que le padel est vraiment en vogue. Et pour nous, il y a cette partie-là, sport loisir, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, négliger. Ça te permet de générer du cash, de bien mieux sûr. contrôler ton business, autant sur les clubs, c'est de la valorisation, tu te projettes dans le temps, tu convaincs des investisseurs. Et je pense que c'est important d'avoir ce côté-là aussi, et de comment tu génères, du cash. Donc Mmh. d'investir dans les espaces de loisirs, c'est la prochaine étape, pour nous. Donc c'est les infrastructures. Après, il y a plein d'autres sujets qui arrivent sur la table. La NBA va lancer des franchises en Afrique et en Europe. Il y a d'autres sujets. Il y a le flag football OK. qui est en train de se développer. Il y a le paddle. Mmh. Donc on va suivre au pas par donc Pas à pas les au cas par cas. Et puis, il y a même les gens du MMA. Il y a Francis, ouais. Ngannou qui est là. Je me fais vraiment pas de soucis pour l'industrie du sport. Omega, donc occupera l'espace autant qu'il Autant que peut. possible. Mais il y a quelque chose qui a pris il y a 3 ans, quand l'aventure a commencé, il y avait pas beaucoup, d'acteurs. Là, on commence à en parler. Il y a des branches, de divisions dédiées au sport qui s'ouvrent de plus en plus dans les grandes banques d'investissement. Donc on sent que c'est parti, mais la prochaine étape, je pense que c'est les infrastructures qui manquent Mmh. énormément, pas les grandes arénas. Mais je pense qu'il y a quelque Plus chose. petit pour que les gens puissent Ouais, s'entraîner et commencer. exactement, et Ouais. c'est là où tu peux développer, des talents, les académies ou autres. Mais c'est un secteur qui est parti. Et pour donner des chiffres, le sport représente 0,5% du PIB en Afrique. Là où dans le reste du monde, on parle de 2%. Ouais. Donc c'est pour voir la La marge, croissance, la de croissance. croissance. Et ceux qui rentrent aujourd'hui, on leur dit souvent, c'est peut-être le bon moment pour multiplier par un. Pas quelques que Je ferai 2, pas de 3, promesses 4, là, mais 5. voilà, oui, oui, c'est pour faire un beau coup, quoi. OK. On touche un peu à la fin de l'épisode, donc je t'ai prévenu que tu auras 3 questions. Que j'ai déjà oublié, Que tu oui. as déjà oublié, mais c'est pas grave. La Ouais. première, c'est est-ce que tu as, on va dire, j'ai l'habitude de demander livres, mais une référence culturelle que tu as envie de partager avec nous, un livre, que tu conseilles autour de toi? Tu m'as parlé d'un super livre, je sais pas si c'est celui-là que tu vas recommander encore. Mais je sais plus lequel je t'ai recommandé. Daring Greatly. Daring by Greatly, ça, c'est sur la vulnérabilité, Ouais. qu'un gentil monsieur m'avait conseillé dans l'avion. Est-ce que c'est mon livre préféré? En tout cas, à un moment de ma vie, Mmh. c'était un livre qui a été assez, clé pour baisser la garde. En ce moment, je lis, Nexus de Yuval Yuval Noah Harari. Harari. Mais peut-être le 1er livre de Yuval, moi, a été un Sapiens. game changer, et peut-être c'est celui-là que je recommanderais. Sapiens. C'est peut-être Sapiens, pour prendre juste conscience, en fait, du cheminement des hommes. Souvent, on pense qu'on est en train de recréer, quelque chose, alors que Rien du tout. les choses se transforment. Et de comprendre qu'on est. Je me dis souvent, c'est peut-être le jour où tu te dis que tu es rien, que tu commences à Tu devenir comprends. un un Mmh. un 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 tout. Donc ouais, c'est peut-être ouais, peut-être, Sapiens, je dirais que c'est un bon livre pour,
prendre conscience qu'il y a des gens qui ont fait des choses avant, Bien pas sûr. en train, tu vois, de révolutionner quoi que ce soit et qu'il faut s'inscrire, une chaîne et aussi d'apprécier ce qu'on a. Parce que je pense qu'on vit dans une urgence. On se dit que le monde va s'écrouler, que tout va mal et ouais, je pense qu'il y a pas un livre, Ouais. mais Non, non, c'est ouais, clair. Et le monde a des millions d'années et nous, on va en vivre que même pas une centaine dedans, quoi, donc on peut apporter voire même notre plus de millions. contribution, mais de ne pas, tout remettre en question. Ouais. Si tu est-ce que tu as un mentor, réel, donc ouais, avec qui tu as vraiment tu entretiens une relation de mentoring ou une personne, moins enfin toujours réelle, mais que tu avec qui tu parles pas souvent, mais que tu enfin que tu considères comme un mentor? J'en ai beaucoup. Souvent, les gens aiment bien parler de self-made man et pour moi, c'est pas vrai. J'ai eu des gens qui m'ont accompagné à chaque étape de ma vie, heu, mais celui qui a occupé le plus de place, c'est celui dont j'ai parlé, c'est le docteur Johnson qui il y a eu une phase de psychanalyse, après c'est devenu un ami et parce que lui-même se nourrissait de moi aussi en disant: Bien «En sûr. fait, les psychologues, tu prends un client, un patient à un moment donné où il a besoin de toi, donc tu fais pas de la prévention». Et il a trouvé très intéressant ce qu'on faisait avec le sport parce Mmh. que c'est préventif et surtout, un des points qu'eux, ils touchent en priorité, c'est tout ce qui est absence des parents. Donc soit père absent, soit manque affectif et de la place qu'on a donnée aux éducateurs de Milédou. Ils se disaient: «En fait, vous êtes en train de rattraper Un manque quelque chose affectif. qu'on avait Mmh. avant». Quand je lui parlais de père absent, il me disait: «En fait, nous n'étions pas les enfants de nos parents en Afrique. De la Nous communauté. étions les enfants de la communauté et que c'est des choses que nos ancêtres avaient, comblées. C'est le développement qui a fait que ça se perd en Afrique» et il dit: «En fait, avec ce rôle que tu donnes aux entraîneurs, tu es en train de recréer ça» Mmh. et donc voilà, c'est peut-être le docteur Johnson qui a occupé cette place jusqu'à son décès. Aujourd'hui, c'est plutôt un certain nombre de personnes qui m'accompagnent sur des sujets. Je pense à Mahmoud Ba qui était ancien député CEO du MCC. Je pense à Prosper, Karangwa qui est, le l'assistant, GM des Sixers. Donc OK. c'est vraiment des moments et puis souvent je me dis que on se nourrit, mutuellement, Bien quoi. sûr. Donc c'est les gens qui m'accompagnent, mais au final, on se tire, mutuellement, vers le haut. Trop bien. Après il y a aussi, les enfants qui sont là et tu découvres des choses Absolument. à travers eux, quoi. Est-ce que mes enfants me mentorent? Je ne sais pas, mais Un peu quand même, un peu il tous il y nos a un enfants, nos partage. mentors, ouais. Voilà. Et si tu pouvais te parler à toi-même à 18 ans, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, avec ton toi de 18 ans d'il y a quelques années, tu te dirais quoi? Franchement, tu vois, c'est le Jean-Luc de 18 ans, je pense qu'il était là où il devait être. OK. Il est insouciant, je pense que les gens n'ont pas d'enfance, ils n'ont pas d'adolescence et je pense que moi, j'étais très privilégié. Parfois, les gens m'envient, c'est une certaine forme de naïveté. J'ai un regard sur le monde où je suis optimiste, je suis positif et parfois ça fait un côté presque enfantin. J'ai 39 ans, c'est rare qu'on me donne mon âge Mmh. et je suis très content que le Jean-Luc de 18 ans soit, ce qu'il a été. C'est peut-être celui de 23 ans où, hem, voilà, et peut-être mieux l'accompagner et c'est ce que j'essaie de faire avec Miledo aujourd'hui, c'est d'avoir un mentor, une personne qui t'accompagne pour que tu sois outillé. Mmh. Parce qu'on parle souvent d'emploi des jeunes. Le Jean-Luc de 23-24 ans qui a eu du mal à trouver un emploi, c'est pas juste une histoire de Mmh. papier. Pour moi, aujourd'hui, c'est aussi une histoire d'employabilité. Est-ce qu'on a les compétences qu'il faut? Et c'est Mmh. pas juste des compétences, je parle anglais, je suis bon à l'école. C'est aussi comment se tenir en entreprise. J'ai tellement changé d'entreprise quand j'ai commencé qu'au final, avec du recul, pourquoi tu refuses l'autorité? Pourquoi c'est toi qui parles en premier? C'est vraiment après, tu peux bien le vivre si tu je regrette pas mon parcours. Mais je pense qu'il y a des subtilités, des choses que si tu as pas eu les parents à la maison ou si tu as pas été dans les bons environnements, que tu as pas eu les codes, Ouais. c'est des choses qui te rattrapent. Donc pour moi, c'est plutôt, ouais, les notions de trouver le bon mentor, la personne que tu écoutes pour t'accompagner, sur ces skills qui font que tu navigues mieux dans le monde, quoi. Super. Merci beaucoup Jean-Luc. Est-ce que tu as un mot de la fin avant que je fasse les remerciements?
Non, non, bah, merci à toi. J'ai plus l'habitude. J'ai fait cet exercice, pendant longtemps, mais c'est vrai que ces dernières années, j'étais plutôt dans mon coin à travailler. Donc merci de me faire revivre, Tous ces moments. tous ces moments et puis tu vois qu'il y a un cheminement et on s'en rend pas compte, mais le temps passe donc apprenez à apprécier le temps, Le temps quoi. qui passe. Merci beaucoup Jean-Luc, c'était super sympa pour moi, c'est génial. Merci beaucoup à vous pour votre écoute jusque maintenant. Je remercie encore la résidence, le studio Rue 15, l'ambassade de France qui nous accompagne sur ce programme. Je vous dis à très vite. Salut.